L'art de remettre au lendemain ce qu'on devait faire aujourd'hui. Franchement, j'ai saigné toutes les vidéos de procrastination. Pour arrêter de procrastiner et... Comment arrêter de procrastiner? On passe notre vie à essayer de cocher des cases. On veut rationaliser notre temps, on veut l'optimiser. Voilà, ce qu'on veut, c'est être efficace. Notre quotidien, aujourd'hui, est rythmé par des deadlines, par des objectifs trimestriels et des to-do lists. La productivité est devenue notre religion contemporaine. On cherche sans cesse à éviter la procrastination. Alors la question revient, comment moins procrastiner? Certains hommes du passé ont la réponse. La Joconde est, je crois, un très bon exemple. Mais gardons ça en tête, pour le comprendre, il faut revenir un peu en arrière. Qu'est-ce qu'il y a au sommet des villages médiévaux? Eh bien, des clochers, des horloges. Voilà. Le temps domine la ville. Ces horloges, c'est peut-être la technologie qui a le plus transformé notre manière d'habiter le monde. Là, on est au XIVe siècle. Alors, à ce moment, les calendriers existaient déjà depuis très longtemps. Hein. Le calendrier égyptien datait de 3000 ans avant notre ère. Et le calendrier maya, très connu, eh bien, il date du premier millénaire avant notre ère. Donc à ce moment-là, ça fait déjà 4500 ans qu'on a des calendriers. Mais ces calendriers, ils comptaient les jours. Voilà, c'est un outil collectif, culturel en fait, qui donnait sens au passage du temps. Ce n'était pas une mesure objective ou uniforme. Mais à partir du XIVe siècle, on commence à compter chacune des heures d'une journée. Pourquoi? Eh bien parce qu'il faut prier à la bonne heure. On veut justement éviter la paresse et la culpabilité de ne pas prier à la bonne heure. L'horloge mécanique devient une alliée spirituelle. Alors, au départ, ce sont de simples cloches qui sonnent à intervalles réguliers. Mais rapidement, au XVe siècle, apparaissent les premières aiguilles. Alors, dans les monastères, la journée se règle désormais sur ces sonneries, et plus sur la lumière. L'heure devient un impératif. On prie à telle heure, on mange à telle autre, et on travaille sans relâche. Une organisation fixe, un nouveau rituel quotidien. C'est ça qu'essaie de montrer le grand peintre Titien à ce moment justement. On est face à un portrait assez sobre, mais justement avec cette nouvelle technologie. Et puis petit à petit, cette logique va gagner des villes entières. Les artisans, les commerçants se synchronisent. On ne fait plus la sieste à n'importe quel moment, non, maintenant il y a des horaires qu'on respecte. Les cloches rythment maintenant la vie du village. La journée de travail prend forme. Elle rassemble la cité autour d'un rythme commun, mais elle impose aussi un cadre. Et ce décompte des heures, il change absolument tout en fait. Par exemple, pendant son expédition, Christophe Colomb retournait un sablier toutes les demi-heures pour se repérer. Impossible d'imaginer une exploration sans mesure du temps. Mais avec la modernité, le temps devient encore plus précieux. D'abord avec la révolution industrielle. Dès le XVIIIe siècle, avec l'apparition des premières manufactures et la mécanisation croissante du travail, les ouvriers doivent respecter des horaires stricts. Et pourtant à ce moment-là, il n'y a pas encore de montre, il n'y a pas encore de réveil. À cette époque, posséder une horloge chez soi est un luxe qui est réservé uniquement à l'aristocratie et à la grande bourgeoisie. C'est un objet d'apparat beaucoup plus qu'un instrument utilitaire. Mais la mesure du temps est déjà au sein des maisons. Alors, on se fie par exemple aux cloches des églises ou à des réveilleurs, des personnes qui viennent taper à la porte quand il est l'heure d'aller travailler. À l'aube de la révolution industrielle, le temps n'est plus un cadre religieux ou communautaire, mais il devient une contrainte. Voilà, on doit respecter des horaires stricts. Et au cours du 19e siècle, la production industrielle de masse rend les horloges de plus en plus abordables. Et donc elles pénètrent tous les foyers. Désormais, il faut connaître l'heure précise pour prendre le train, pour se rendre à l'usine ou pour poster une lettre. L'heure devient un pilier de la vie moderne. C'est pour ça, je crois, que Van Gogh peint ce tableau. Ici, les couleurs sont chaudes, elles sont réconfortantes. Voilà, c'est un moment hors du temps, hors de cette cacophonie moderne, justement. Simplement un repos entre deux amoureux. Un repos intemporel. Et aujourd'hui, eh bien, le temps n'a jamais été aussi mesuré, aussi scruté, aussi découpé. On pourrait dire que la modernité, c'est la vitesse, c'est la course contre la montre.
Et c'est étonnant parce que on n'a jamais eu autant d'outils pour mesurer le temps. Mais ce temps-là, il nous échappe. On ne croit plus trop à la vie après la mort, alors on veut maximiser celle qu'on a ici et maintenant. Plus de temps pour ne rien faire. L'oisiveté, la sieste quotidienne, a cédé la place à la procrastination. La procrastination, on pourrait dire, c'est l'inaction culpabilisante. Et cette procrastination, elle est en hausse. Cette étude le montre très bien, par exemple. Mais alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que la procrastination augmente ? Bon, il y a une réponse simple, c'est vrai que les distractions ont explosé. Internet, les réseaux sociaux, les notifications, mais le problème ne vient pas que de notre téléphone. Il est bien plus profond. C'est notre rapport au temps qui est en jeu, et c'est pour ça que c'était important de revenir à l'aube de la création de l'horloge mécanique. Les premières horloges ont été créées pour éviter la faute religieuse, pour ne pas rater une prière, et aujourd'hui encore, ce sentiment de culpabilité structure notre rapport à la productivité. C'est ça, je crois, le cœur du problème. La productivité repose sur la peur de ne pas faire suffisamment, un héritage spirituel transformé en éthique de vie contemporaine. Quand on procrastine, ce n'est pas juste qu'on traîne, on se sent coupable. C'est pour cela que parfois, on fait une autre action à la place. Par exemple, on va faire le ménage alors qu'on devrait finir un travail depuis hier. Ça reste de l'inaction, mais on essaie de réduire la culpabilité. Et donc dans ces moments-là, l'angoisse monte. Et c'est normal parce que l'angoisse, c'est justement ce ressenti d'être perdu, d'avoir le temps qui nous échappe. Et pourtant, parfois, ne rien faire nous aide. Prendre du temps, par exemple, pour sa sieste quotidienne ou admirer un coucher de soleil. Et on n'imagine pas un artiste s'obliger à terminer une œuvre avant 17h. Ça n'a pas de sens. Là, on est de retour sur la Joconde, une œuvre que Léonard de Vinci a mis 16 ans pour terminer. Il commence le portrait vers 1503 à Florence et le travaille par intermittence jusqu'en 1506. Mais ensuite, il le garde avec lui et il continue à retoucher le portrait pendant des années, notamment après son installation en France en 1516 à la demande de François Ier. Et on pense même qu'il y travaillait encore peu avant sa mort en 1519. Voilà, donc un temps d'incubation nécessaire. Pas de Joconde avec une deadline ou une to-do list. Alors, peut-être que la vraie question n'est pas comment moins procrastiner, mais plutôt comment moins se soucier du temps qui passe. Finalement, la procrastination et la productivité sont les deux faces d'une même pièce. Le temps est ici un tyran. L'idée géniale, le moment de bascule, ne naît pas sous la pression d'une deadline, mais dans l'oubli du temps justement. On arrête de compter les heures, et parfois, il suffit seulement d'un instant pour que tout prenne sens.